Bonjour à tous, bienvenue, Bonjour. bienvenue dans ce webinaire qui porte aujourd'hui sur l'optimisation de la gestion du stock. Donc un webinaire qui s'inclut dans une première série, dans une série qui traite des préventions des difficultés agricoles. Donc comment nous, experts comptables, on peut apporter de la sécurité dans la gestion. On a fait une première présentation la semaine dernière sur déjà la présentation du marché agricole, comprendre dans quel environnement évoluent les agriculteurs et aujourd'hui un sujet plus théorique, plus technique sur la gestion du stock comptable. Donc on a préparé cette présentation avec Alain et moi c'est Pauline Triconnet, je préside ce comité, je suis spécialisée en bénéfices agricoles et je traite un portefeuille client uniquement d'agriculteurs avec leurs sociétés commerciales qui y sont rattachées. Alors bonjour, donc Alain Mira, ancien comptable fiscaliste en agriculture dans un centre de gestion dans la Marne. Donc j'ai tenu pas mal de comptabilité et conseillé pas mal de comptabilité d'exploitation agricole et j'ai pendant 15 ans, j'étais intervenant en comptabilité agricole à l'IDREA. Donc notre présentation s'inclut donc dans la petite série sur la prévention des difficultés. Donc le webinaire de la semaine dernière, il est dispo sur YouTube en replay ou directement sur le site de l'Ordre dans la catégorie vidéothèque. Donc aujourd'hui, gestion du stock et un troisième webinaire complétera le thème. On fera le 9 mars et on traitera de l'IR, l'IS agricole, les différences entre chaque régime et ce qui est opportun de conseiller à notre client agriculteur en fonction de son profil. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'il est intéressant de suivre ces stocks? Parce qu'il y a déjà un enjeu économique. Un mauvais suivi peut entraîner un surstockage, et le surstockage, c'est quand même de l'immobilisation de trésorerie, c'est des frais financiers, et surtout à la ferme, ça peut être des pénalités sur la qualité. Ça peut être un surstockage d'humidité, on va avoir une baisse du taux de protéines sur nos céréales stockées, on peut être aussi affecté par les insectes. Donc techniquement, à la ferme, le surstockage peut être quand même difficile à gérer. Le sous-stockage, lui, peut créer des ruptures d'approvisionnement, des perturbations dans les travaux, ne pas pouvoir aller dans nos champs au bon moment. Et ça a une vraie incidence sur nos rendements. Donc c'est une mauvaise stratégie aussi de vente par la suite qui peut entraîner une perte d'optimisation des prix. Et puis évidemment, les stocks, ça a quand même un enjeu comptable et fiscal important, hein. Les stocks, c'est donc des choses qui figurent à l'actif du bilan dans les comptes de classe 3. Et on a des stocks qui sont soit acquis à l'extérieur pour pouvoir être intégrés au processus de production, ou ce sont des stocks fabriqués par l'entreprise avec deux sortes de stocks. C'est les encours à une date donnée, il y a tant d'hectares en terre, il y a des animaux en attente, et puis éventuellement il y a les produits finis, ne serait-ce que, alors si on prend un stock de blé, un stock d'escourgeons, qui peut être soit vendu à la moisson, soit stocké pour être vendu beaucoup plus tard. Donc voilà, vous voyez, donc c'est quand même des choses qui ont quand même une forte importance. Et puis on a toujours cette problématique de définir la variation de stock. Alors les stocks peuvent avoir une influence sur le résultat. Je vends tout de suite, je vends plus tard, j'achète maintenant, je stocke, etc. Et toujours avoir aussi en perspective que si le stock fin augmente, c'est-à-dire que l'entreprise a créé un emploi nouveau, donc c'est une richesse future qui se traduira par des recettes. Mais à l'instant T, s'il y a un besoin de financement, il faut que je finance mes stocks par soit de la trésorerie ou des courts termes pour les incorporer au processus de production, ou c'est de la vente que je n'ai pas encore faite, donc qui entraînera une ressource plus tard. Est-ce que j'ai le temps d'attendre? Est-ce que je peux la financer, etc. Et si le stock diminue, ça veut dire que quelque part, j'ai décapitalisé, j'ai moins d'actifs disponibles, soit j'ai été obligé de vendre plus vite, ou une opportunité m'a fait vendre à un prix intéressant. Donc, c'est de la ressource qui est devenue disponible dans l'exploitation à une date donnée. Donc ensuite, comment on valorise ce stock? Déjà, il faut savoir que la valorisation, elle va dépendre de la nature du produit. Si le produit il est transformé, on va le valoriser à son coût de revient. Tandis que si le produit il est brut, comme des céréales, on va le valoriser à son coût de production.
Donc, le produit transformé, comme la bouteille d'huile d'olive, la bouteille de colza, le vin, ce sera prix de revient, c'est-à-dire que le coût de revient va comprendre déjà le coût de la matière première, la main-d'œuvre, les charges indirectes de production, mais aussi tout le conditionnement et toute la commercialisation. En fait, ce coût, il est complet du produit, c'est-à-dire que le prix final correspond au prix du produit qui est prêt à être vendu. Tandis que les produits bruts, comme la céréale, on va le valoriser à son coût de production. Donc, ça va inclure les semences, l'engrais, les phytos, le carburant, la main-d'œuvre, mais pas le conditionnement, c'est simplement le coût de production. C'est uniquement ce qui sert à fabriquer le produit. Donc, quelques exemples concrets. Pour un produit transformé comme une bouteille de vin, on va déjà valoriser au coût de revient, c'est-à-dire qu'on va valoriser étape par étape de production. On va commencer par valoriser le coût de production du raisin, puis la vinification, l'élevage, la main-d'œuvre, la mise en bouteille, et ensuite on va aussi ajouter au coût le prix de l'étiquette du bouchon. Et ça va nous faire une valorisation du coup au coût complet jusqu'à ce que le produit soit prêt à la vente. Le cas des animaux. Deux cas distincts. Déjà, les animaux destinés à être vendus, ce sont des stocks parce que c'est de l'actif circulant. On les valorise généralement à leur valeur vénale, à la valeur où on peut les vendre, ou aux méthodes du coût de production. Après, honnêtement, cette méthode, elle est quand même assez fastidieuse à mettre en place. Donc, assez communément, on opte pour la valeur vénale à la clôture pour valoriser notre stock. Pour les animaux reproducteurs ou producteurs. Alors là, on différencie si on est en bénéfice agricole ou si on est à l'IS. Si on est en BA, en fait, ce sont automatiquement des stocks. Alors, je vais reprendre la main là-dessus. Donc, les animaux reproducteurs, alors on va mettre, c'est par exemple les étalons, ça peut être les poulinières, ça peut être les poules pondeuses. Donc, au démarrage, elles arrivent, ce sont des animaux petits qui grandissent, et à un instant T, quand ça devient des animaux en pleine production, ben, on a possibilité de les amortir. C'est-à-dire, on passe par le compte, soit on les a dans les comptes 3, on les passe par 72-200 et on les remonte en immobilisation. Et c'est à partir de leur mise en fonction qu'on va les amortir. Alors, quand on dit on les amortir, ça veut dire qu'on va les amortir sur la durée probable de présence de ces animaux-là. Alors, si je prends les poules pondeuses, eh bien, elles sont là pour 18 mois, 24 mois. Et on va les gérer comme une IMO, donc amortissement. Et quand on les vendra, ce sera des plus ou des moins-values. Alors, le problème, c'est que si vous les mettez en immobilisation, à la clôture, il faudra aussi tenir compte, parce que malheureusement, il peut y avoir des décès, des pertes et des choses comme ça. Donc, c'est une gestion assez précise aussi. C'est comme des stocks. Et on les enregistre à leur valeur d'immobilisation, à leur coût de prix de revient. Ils ont une durée de vie limitée. Et si une fois, par exemple, des étalons ou des poulinières, elles ont fini leur cycle de reproduction, ça devient des animaux normaux, il faut les redescendre en stock. Donc c'est assez particulier. Donc en BA, on fait ce qu'on veut, c'est des stocks par nature, on peut les inscrire en IMO. Par contre, à l'IS, c'est des IMO obligatoirement. Donc en Ile-de-France, on est principalement sur une région céréalière, parce que 90% de la surface est une terre céréalière, la surface agricole bien sûr. On a un peu de maraîchage, encore un peu d'élevage, mais c'est surtout de la grande culture. Donc c'est pour ça que le restant de notre présentation va quand même être centré sur la gestion du stock agricole de céréales. Donc pour bien comprendre les logiques de stock derrière, on a schématisé une année type pour le céréalier. Donc de janvier à décembre. En début d'année, on est surtout sur des travaux de mécanique, d'administratif. On ne peut pas aller dans les champs. Tout est à l'arrêt à cette période. Quand la végétation reprend, on va pouvoir tourner dans les champs. Donc c'est le moment de l'année où on va faire nos apports, commencer à faire nos traitements, mais aussi nos semis de culture de printemps. Quelques mois avant la moisson, c'est le moment où on fait nos derniers traitements, on surveille encore nos cultures et surtout on va venir préparer notre matériel de moisson. Ensuite, fin juin, juillet, août, on est en moisson, donc c'est quand même la période la plus intense de l'année. Fin moisson, on est sur des travaux d'interculture. On commence notre déchômage, on implante aussi nos couverts végétaux et surtout on prépare nos sols.
pour les semis de l'automne qui arrivent assez vite. Donc, on va semer notre blé, notre orge d'hiver. C'est aussi le moment où on va fertiliser nos fonds et commencer notre désherbage si besoin. Et autour de fin novembre-décembre, eh bien, on est surtout sur des travaux de surveillance et surtout on fait un récap de ce qui s'est passé durant notre année, ce qui a fonctionné ou non, et on va prendre toutes nos décisions stratégiques pour l'année suivante. Notre tracellement, quand même, on le fait autour de la moisson. Avec toujours, donc en perspective, vous voyez bien qu'en général, donc si je schématise, on sème au mois de septembre d'une année N et on récoltera l'année N plus 1, donc il y a un délai de 9 à 10 mois, donc il y a des stocks à gérer en aval très tôt dans le processus de fabrication, donc un coût, et on ne récupérera pas la ressource à condition que les rendements sont là, les prix de vente tiennent, enfin bon, il y aura toujours une vente qui se produira, mais qui n'interviendra pas avant 9-10 mois. Donc un besoin de fondement important qui explique que les stocks que vous avez, qui sont des biens à l'actif, sont peut-être dans certains cas des semi-immobilisations, parce que c'est long et ça prend du temps. Et aussi, comme l'a très bien dit Pauline, quand on prépare un assolement, donc l'assolement, il est lié à plusieurs choses. C'est l'exploitant connaît très bien ses terres. Ici, ce qui est... Alors, le NPK, il connaît la nature, il connaît les mauvaises terres ou les bonnes terres, les pierres ou des choses comme ça. Et puis, n'oubliez pas qu'il faut faire tourner les cultures. On évite de faire des cultures sur culture. Et on a aussi des cultures qui ne peuvent pas se faire. Par exemple, si je prends dans notre région du colza sur des drainages, puisque les racines de colza vont rentrer dans les drainages. Donc, un assolement, en général, il se prévoit 2 ou 3 ans à l'avance en fonction des capacités techniques de la terre et des performances éventuellement de chaque culture. Donc, le plan, c'est le suivant. Déjà, on va expliquer comment se composent nos stocks, donc sur une exploitation céréalière. Ensuite, deuxième partie, ce sera vraiment la méthode et le suivi des stocks comptablement. Et ensuite, une troisième partie sur l'optimisation de ce stock et aussi la notion de quand est-ce qu'il faut vendre notre production. Donc, la composition des stocks pour une exploitation céréalière. Déjà, il va y avoir tout ce qu'on a acheté, c'est les approvisionnements. Ça va être les biens qu'on a consommés au premier usage, donc les engrais, les amendements, les semences, les produits phyto, le carburant et les aliments du bétail si on en a. Ça, c'est de l'achat, c'est de l'appro. La particularité, c'est que si cet approvisionnement il n'est pas consommé à la fin de l'année, on dit que c'est du stock qui est en magasin. Par contre, si cet approvisionnement il est mis en terre, mais dont on n'a pas encore tiré les bénéfices, parce que ces semences, elles serviront à la moisson suivante, la moisson qui sera sur l'exercice prochain, eh bien on dit que c'est de la mise en terre, de l'avance en terre. Ensuite, nos productions, donc les céréales qu'on a produites, si elles ne sont pas vendues à la date de clôture, donc notre blé, notre orge, notre maïs, eh bien c'est du stock. Et ce stock comprend aussi ce qui est au silo en coopérative, qu'on va pouvoir avoir déposé, mais qui n'est pas juridiquement vendu. Ça, c'est du stock aussi, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas non plus oublier ce qu'on a vendu, mais qui est encore en transport, et que le transfert de propriété n'a pas encore eu lieu. Là aussi, c'est du stock. Et ne sont pas des stocks, les céréales qui sont par exemple vendues juridiquement, mais qui sont encore dans notre cours de ferme. Donc, il faut être très prudent parce qu'aujourd'hui, un exploitant, une fois qu'il a ses céréales, il a plusieurs options et il est souvent, en grande majorité, lié à une coopérative ou à un négociant. Donc, quand c'est une coopérative, tant que le transfert de propriété réel n'a pas été fait, la vente ne peut pas être réglée comme un produit. Donc, ce sont des stocks en attente et en dépôt-vente, entre guillemets, à la coopérative, bien isolés dans un silo spécial avec une attestation que monsieur A déposé 500 quintaux ou je ne sais pas, de blé et d'escourgeons. Et tant que notre exploitant agricole n'a pas donné l'ordre de vente, il faut les estimer au prix de revient et pas l'engagement se fera plus tard et la recette déclenchera un produit plus tard. Et éventuellement, si les quantités sont vendues réellement, parce que la coopérative ou le négociant les a pris, mais qu'elles ne sont pas encore parties, mais que la vente est réellement faite,
on peut avoir des stocks de blé présents, mais dont la vente est réalisée. Donc, cette production est quand même... Et puis, on joue en général sur des volumes importants. Ensuite, il y a les avances aux cultures. En fait, c'est toutes les charges et tout le travail qu'on aura engagé dans l'exercice comptable, mais qui seront pour le bénéfice de la moisson de l'exercice suivant. Donc, tous nos travaux de labour, de semis, les engrais qu'on aura mis, les phytos par exemple. En fait, ce sont les hectares en terre à la clôture qui sont pour le bénéfice de la moisson suivante. Tout ça, ça se valorise. On y vient. Juste avant, on voit une petite schématisation sur une année des moments où on fait nos appros, notre récolte et les avances en culture. Deux cas. Premier cas, la date de clôture colle avec une année civile. Là, c'est assez simple à expliquer. En gros, entre le début d'année et mai, on va faire tous nos appros en terre. Travail du sol et incorporation des approvisionnements en terre pour préparer la récolte à venir du mois de juillet ou mois d'août. Oui. Voilà. Donc, grossièrement, en fait, tous nos achats d'appro de cette période sont utilisés pour la moisson, notre production N, qui aura lieu en juillet-août. Et ensuite, tous les travaux qu'on va faire après moisson, et bien, en fait, ça va être au bénéfice de la moisson qui suit. Donc, c'est nos avances aux cultures. Donc ensuite, c'est quand même assez courant d'avoir des clôtures décalées. 31 mars, septembre, voilà. Là, on est sur une schématisation 31 mars. Les dates sont les mêmes, mais le temps sur l'appro est quand même plus faible. Ensuite, on a la récolte. Et notre avance en culture, elle est beaucoup plus importante sur une clôture 31 mars. Alors, tout ça, vous voyez, ce que vient d'être dit, c'est là. Oui, alors donc, on revient un peu en arrière. C'est vrai que les stocks, ça sous-entend qu'il y a eu un inventaire, un instant T, que l'exploitant agricole, avec son comptable, a décidé de la date de clôture. Donc, on peut clôturer à toute date. Donc, le 31 décembre, c'est une date qui est souvent facile, parce que le 31 décembre, le dépôt des déclarations se fait au mois de mai, etc., etc. Donc, c'est une date qui est très simple. Mais on va dire qu'il y a des cycles de production. Par exemple, si vous avez des vaches laitières, les vélages ont lieu au mois de mars. Il vaut mieux clôturer au 31 mars ou 30 avril, une fois qu'on a le stock réel avec tous les veaux nés ou qui sont incorporés dans le cycle de production laitier. Quand vous avez, par exemple, alors moi qui suis de la Marne, du Champagne, vous ne clôturez pas un 31-12 pour faire le stock des bouteilles, parce que c'est à ce moment-là, à Noël, où on vend beaucoup, c'est un peu la pagaille, et on n'a pas vraiment le temps de faire bien les stocks. Donc on clôture au 30 juin, avant la prochaine récolte. Et là, on a des stocks au mois de juin, c'est pas toujours là, on boit du champagne, qui sont plus calmes à faire. Donc la date de clôture est très importante à choisir. L'inventaire, ne l'oubliez pas, ça se fait une fois par an, à la date de clôture choisie. Donc, c'est un inventaire extra-comptable. Il faut recenser les existants présents, recenser les hectares en terre et tous les travaux que Pauline a précisés, des appros, des labours, des traitements, enfin, etc. Tout ça doit être inventorié pour que l'on puisse considérer que tout ça, ce sont des stocks propriété de l'exploitant et on est bien propriété de l'exploitation, donc de l'exploitant. Et après, une fois qu'on a donc un recensement, on va dire quand vous avez chez un supermarché, vous voyez fermé pour inventaire, ils ont les fiches, ils prennent, il me reste tant de bouteilles de ci, tant de je ne sais pas quoi de ça. Donc il faudra faire pareil en agriculture, avec des contraintes, j'allais dire, de suivi aussi des approvisionnements, parce qu'aujourd'hui, les approvisionnements, il y a les engrais, les traitements. Donc là, il y a toujours à bien vérifier que les produits sont quand même pas désuets et que peuvent toujours être utilisés. Et puis, les animaux, si on prend les vaches laitières, il y a tout un carnet d'étables où les animaux ont une boucle, ont quelque chose. Donc, on va dire l'inventaire, c'est pas toujours simple à faire les inventaires parce qu'on a les animaux au début, il y a les achats éventuels, il y a les naissances, il y a les décès. Et après, il y a des animaux c'est un peu comme les humains, qui passent d'enfants à adolescents et comment dire, à adultes. Donc après, bien intégrer tout ça et faire en sorte que la balance carrée des animaux tienne la route. Donc, un peu de théorie sur le classement comptable selon l'usage des produits. Donc, tout ce qui va être acquis à l'extérieur, donc les approvisionnements, ça va être consommé au premier usage. Et là, sur notre compte de stock, on est en classe 301-302. Tout ce qui va être produit par l'exploitation,
ils vont être destinés soit à être vendus, soit à être autoconsommés. Et là, on est en classe 307 ou 37. Et ensuite, tous nos encours de production, donc les cultures en terre, pareil, compte 307 et 37. On passe tout de suite aux écritures. On doit passer à la clôture. Sur les stocks de végétaux, on prend notre compte une fois qu'on a valorisé notre stock, on est en compte 713 en crédit et 374 en débit. Pareil pour nos avances en terre, 713 et 341 en débit. Sur nos stocks d'appro, 603 crédits, 300 en débit. Et nos façons culturelles, 713 crédits, 341 au débit. Je reviens pour les stocks d'appro. Ça sous-entend que dans l'année comptable, vous allez avoir des postes achat d'engrais, achat de semences, achat de produits phyto, achat de carburant, hein, donc tous ces entrants nécessaires à la mise en culture. Donc il faut que parallèlement à la comptabilité, vous ayez un document matière où vous allez répertorier tous les entrants, mais par nom commercial. Hein. Vous avez ammonitrate 33, vous avez de l'azote XYZ ou des semences de scie. Cumuler les achats, mettre ce que vous avez consommé, c'est-à-dire mis en terre, et par déduction, les achats utiles et disponibles, moins ce que j'ai mis en terre, va me donner les stocks fins. Alors, il y a aussi, par exemple, des critères techniques. On sait qu'on sème tant à l'hectare. On va dire après, il y a des recoupements. C'est comme quand vous avez les stocks de carburant au début, moins les consommations et les stocks fins. Une exploitation normale, on va dire bien gérée dans une exploitation comme nous dans l'abri, c'est l'ordre de 100 litres hectares. Donc, vous avez aussi des contrôles techniques à faire pour être sûr que, on va dire, l'estimation des stocks, elle est cohérente et ne crée pas un sous-produit ou un surproduit pour éviter des résultats qui ne seraient pas à la hauteur de l'exploitation. Et aussi, alors on verra tout à l'heure, si vous anticipez les achats, il y a peut-être des achats qu'on anticipe avant, mais qui sont mis en terre plus tard. Donc le suivi des stocks, c'est un moment très important, qui est un peu rebutant pour l'exploitant, parce que faire les stocks, ce n'est pas son job et ce n'est pas son métier. Mais pour avoir des comptes justes, on va dire, et nous, en comptabilité, on doit donc sortir des comptes justes, le moment de la clôture et de l'inventaire des appros est très, très important. Donc, on y vient, méthode de suivi des stocks. Donc, déjà, on commence par l'inventaire. En général, on le fait, et en tout cas au minimum une fois par an, en principe à la date de clôture. Mais comme tu le disais, on peut choisir un autre moment dans l'année si c'est plus opportun. Et comment? On va se baser sur les mesures silos, les pesées, mais aussi les hectares en terre qu'on aura comptabilisés, notre stock en magasin, donc les invendus, et notre registre phyto. On peut essayer en tout cas de cadrer au maximum notre registre phyto à nos stocks réels. Donc, voilà pour les documents utiles. Ensuite, pour la valorisation, l'évaluation des stocks, on va valoriser 3 choses. En fait, on va valoriser déjà notre stock de céréales, mais il va aussi falloir valoriser nos avances en culture, donc tout notre approvisionnement qui sera en terre. Et ensuite, il va falloir valoriser notre travail. Le travail qui sera engagé, c'est les façons culturelles. Donc, pour la valorisation du stock, on va baser notre valorisation sur le coût de revient réel ou bien le cours du jour, s'il est inférieur. En fait, aucun stock ne peut être valorisé plus cher que sa valeur probable de réalisation. Donc, si on fait une valorisation au prix de revient, et je vous le dis tout de suite, ce n'est pas du tout ce qui est le plus pratiqué, puisque c'est assez fastidieux. En fait, ça revient à valoriser par culture les charges qui ont été engagées, les semences, les produits de traitement, tout ça par culture, et c'est très fastidieux, c'est source d'erreur. Mais ce calcul, il inclut donc les intrants, les travaux, nos charges de mécanisation, les charges directes de production par culture. Alors que la méthode forfaitaire, celle qu'on utilise le plus, elle se base sur une valorisation au cours du jour, à la date de clôture, donc la date qu'on fait nos stocks, auquel on soustrait une décote qui correspond à la marge brute. La marge brute, c'est le cours du jour moins non, votre coût de production moins le cours du jour. Ça, c'est votre marge.
Et de cette manière, vous allez obtenir la valorisation de votre stock de céréales. Pour la valorisation des avances en culture, il faut déjà séparer 3 types: le stock non consommé, le stock en terre et le stock en magasin. Les avances en culture, c'est l'ensemble des charges qui ont été engagées au cours d'un exercice en perspective de la récolte qui sera réalisée l'année suivante, pour l'exercice prochain. Ce stock d'approvisionnement, donc vos achats de semences, d'engrais, de phyto, il peut être consommé. Vous en avez acheté dans l'exercice, vous les avez mis en terre et ça participe à la moisson de l'année. Ça, c'est du stock consommé, c'est une charge sur l'exercice. Le stock, ensuite, il peut être en terre. Vous avez acheté effectivement des semences, des engrais, des phytos, vous les avez mis en terre après moisson et finalement, ça participera à l'exercice suivant. Donc ça, c'est valorisé au coût d'achat. On valorise ce stock en terre au coût d'achat des appros. Et ensuite, il y a le stock en magasin. Donc, ça correspond à l'ensemble des achats de semences, d'engrais, phyto, qui sont ni consommés, ni en terre. Et là, c'est du stock en magasin. Donc, on valorise ici aussi au coût d'achat. Alors, coût d'achat plus frais de transport pour la livraison. Donc, Oui. ça, les derniers, c'est ce que vous mettez en stock qui n'a pas été utilisé, donc on va dire qu'il n'a pas de conséquences sur la récolte en cours, mais qui deviendront une charge sur l'exercice d'après avec les nouveaux achats que vous allez faire. Et ensuite, il y a l'évaluation des façons culturales, ou le travail que vous avez engagé pour la moisson suivante, mais qui participent, dont les travaux ont été réalisés dans l'exercice. Donc, ça représente l'ensemble des charges, travaux engagés au cours d'un exercice en perspective d'une récolte qui sera réalisée après la date de clôture. Ces avances en culture, elles permettent déjà de lisser les résultats, mais surtout de rattacher les charges à la bonne récolte et au bon exercice comptable. Donc la méthode qu'on utilise, c'est soit un calcul par hectare, mais là, ça revient à estimer combien de charges par culture on met en œuvre. C'est assez fastidieux ici aussi de procéder par cette méthode. Donc, on utilise surtout un barème régional qui est donné par les centres de gestion, par... disons donc pour là, le calcul, donc il faudrait une comptabilité analytique culture par culture, et là, Oui. ça prend un temps fou, et on va dire, Mais c'est source d'erreur, en fait. peut se tromper facilement. Et effectivement, tous les centres de gestion agricole ou la chambre d'agriculture ou la fédération, enfin peu importe, on va dire, le coût de revient hectare à 80% chez les exploitants, il est à peu près homogène. Hein, on va dire, on connaît les doses d'engrais, on connaît, alors après, il y a le terrain, il y a plus ou moins de carburant, de choses comme ça. Mais en général, tout ce qui est centre de gestion agricole ou les cabinets comptables issus de la fédération ou les chambres d'agriculture font un tableau, on va dire, par date de clôture et par culture, qui vous donne, on va dire, le coût de revient d'un hectare de terre à une date donnée. Voilà. Et ces tableaux sont très fiables. En plus, comme on prend toujours les mêmes, bon, c'est l'écart de valorisation qui change, il est relativement juste, précis, fait un gain de temps absolu. Et on peut penser que c'est le plus proche pour l'exploitant. Ça donne une bonne idée de la valeur de ces stocks en terre à une date donnée. Et c'est là qu'il faut préconiser et pas vous amuser à faire des calculs par rapport à vos comptes 6 que vous avez dans la compta, et puis après, ça va être affecté, ça a été fait à quelle culture, pour quel hectare, etc. C'est trop complexe, quoi. Et du coup, comment on le valorise, comment on fait pour le valoriser? On va demander l'assoulement pour la moisson suivante à l'agriculteur. Il va nous donner son nombre d'hectares de blé, de maïs, de lin s'il en fait, auquel on va multiplier donc, les surfaces à notre barème. Et là, on aura une valorisation de ces façons culturales. Donc, il faut toujours quand même contrôler la valorisation de nos stocks. Et ça passe par des contrôles de cohérence. Déjà, on doit avoir des rendements quand ils sont cohérents. Quand on a plusieurs agriculteurs, forcément, les rendements doivent être globalement les mêmes sur une région qui est identique. On doit se référer aussi au prix du marché pour voir si notre prix total trouvé est cohérent à nos ventes. On peut se référer aussi aux quantités, donc c'est quand même lié au rendement et surtout à nos dates.
Est-ce que, par exemple, un achat de semences de maïs en septembre, on sait forcément que ce sera sur l'année suivante, et que c'est du stock. Donc il y a vraiment de la cohérence sur le métier terrain. Cas pratique. Alors, par exemple, on a essayé d'imaginer qu'est-ce qui déclenche ou pas la vente de 250 tonnes de blé. Bon, ça, c'est pour l'exercice, hein, pour l'exemple. On a quelqu'un qui a fait 350 tonnes de blé dans son rendement d'une récolte. Il en a vendu 100 tonnes à 170 euros au mois d'août à la coopérative ou chez le négociant. Donc ça, et clôture au 31 décembre. Et il a une trésorerie qui tient la route, il n'est pas obligé de vendre et il se dit peut-être que j'ai 150 tonnes, soit je les vends tout de suite et je fais ma recette et ça y est, je n'ai pas de stock à faire, au moins je gagne du temps. Ou alors, compte tenu qu'il y a des primes de stockage, n'oubliez jamais que les exploitants agricoles ont cette opportunité, mais alors après, c'est au cas par cas, coopérative par coopérative, de se dire, si je ne vends pas maintenant, ma coopérative n'est pas encombrée de tonnes de céréales à l'instant T du mois d'août-septembre. Et au mois de mars, quand les tonnages de la récolte sont partis, bah, les coopératives ont besoin de reconstituer les stocks et de revendre au mois de mars. Et compte tenu que l'exploitant ne vient pas, on va dire, encombrer les silos de la coopérative décide éventuellement des primes de stockage. Elle dit, si vous me vendez au mois de mars, eh bien, je vous payerai le cours du jour plus quelques euros supplémentaires. En gros, une tonne de blé produite dans notre région, c'est de l'ordre de 125 euros tonne. Donc, à peu près. Hein, donc, après, il y en a qui ça va être 123, 124, mais 125 euros. Donc, on va dire que j'ai 170 euros moins 125, j'ai 50 euros de bénéfice à la clôture sur mon tonnage de 100 tonnes vendues. Et je décide de vendre des 150 tonnes après le 31 décembre de l'année. Donc, alors, j'ai fait les deux cas, on a fait les deux cas avec Pauline. On vend avant le 31 décembre à 175 euros. Donc là, l'impact sur le résultat fiscal 2025, donc 175 prix de vente moins 125 prix de revient multiplié par 150 tonnes. J'ai donc on va dire un résultat fiscal de 7 500 euros tout de suite au mois d'août. Là, je l'ai. Conséquence, j'ai de l'IRPP, je suis à une tranche de 30%, j'ai calculé la MSA, donc j'ai un total de prélèvement immédiat. Enfin, quand je dis immédiat, c'est je clôture au 31 décembre, donc toutes les conséquences sociales et fiscales, bien que je suis au prélèvement mensuel, seront régulées dans l'exercice, dans l'année civile d'après. Donc ça me coûte 4 950 euros. Donc, résultat net, j'ai 7 500 euros de trésorerie tout de suite de bénéfice, moins 4 950, j'ai un résultat net de 2 550 euros en trésorerie. Et je me dis, si j'attends le mois de mars, et la coopérative me dit que si vous vendez au mois de mars, alors tout ça c'est un peu hypothétique parce que tout est lié au cours du jour. Et aujourd'hui, un exploitant agricole, le cours du jour, il est mondial. Il n'est pas la France, hein, toute coopérative confondue, représente 5% du marché des céréales. Donc, on veut dire aucune incidence sur le marché mondial. Mais on est optimiste, on y croit, on est du monde rural, on pense que on aura toujours besoin d'exploitants agricoles. Ça sera vendu au mois de mars 185 euros tonne. Donc, les conséquences seront les suivantes. 185 moins 125 prix de revient, puisqu'il est en stock, il ne change pas. Le prix de revient, il est fait, il est acquis, il ne reviendra plus en arrière. Donc là, j'ai un bénéfice de 9 000 euros. Je suis dans l'exercice N+1. Je suis toujours dans une tranche d'impôt de 30%, à moins que la loi de finances change d'ici là. Mais on va dire après, il faut faire des paris. La MSA, elle s'adapte au résultat de 9 000 euros. Donc j'ai un total de prélèvement de 5 930 euros. Ça veut dire que le gain de trésorerie d'avoir retardé de 6 mois la vente et le gain de bénéfice en trésorerie nette est de 3 060 euros. Donc j'ai plutôt intérêt à vendre au mois de mars. Mais à une condition, je ne sais pas si elle est là, à une condition, c'est qu'entre le mois d'août où j'ai fait la récolte de blé et le mois de mars, j'ai la trésorerie pour vivre et que je ne dois pas financer par un court terme ou une ouverture de crédit. À la seule condition que mon chiffre d'affaires financé par un court terme, le taux d'intérêt soit inférieur aux primes de stockage. Et dans ce cas-là, j'ai toujours intérêt à retarder au plus tard la sortie fiscale si la trésorerie le permet, puisque les conséquences auront lieu dans le bilan N+1,
donc avec des régularisations d'impôts et de MSA en N+2. Donc c'est de la politique. Alors oui, pour vendre plus tard, oui, à condition que ma trésorerie le permette, oui, à condition que les cours du jour se tiennent, et oui, à condition que les coopératives ou le négociant chez qui je vends mes céréales m'accordent des primes de stockage relativement intéressantes. Donc tout ça, ça se discute. Et le comptable doit être à l'affût des informations pour pouvoir donner un conseil plus précis, faire des calculs et démontrer à notre exploitant que les bons conseils font que la finalité, j'ai de la trésorerie nette réelle supplémentaire, soit pour le train de vie des gens, soit pour éventuellement faire une complémentaire retraite, soit pour investir, soit pour faire des projets agricoles futurs. Donc voilà, votre rôle auprès des exploitants à la clôture, vous avez les quantités, vous connaissez le prix de vente, vous connaissez le taux d'impôt de l'exploitation, vous connaissez mieux que lui les finances, donc votre conseil doit être performant. Dernière partie, l'optimisation. Donc, comme tu le disais, on a connaissance des prix, on sait combien nous a coûté notre production. Donc ça va nous permettre de définir des prix. Des prix qui sont, par exemple, un plancher de sécurité. On sait combien on a engagé, on sait à partir de combien on est rentable. Des prix objectifs de rentabilité. On imagine et c'est de la théorie sur le prix auquel on pense vendre pour atteindre une telle rentabilité et un prix cible d'opportunité. Mais attention quand même, ces prix, c'est très bien pour de l'aide à la décision, mais ils ne doivent jamais bloquer le choix de vendre ou non, parce qu'on voit quand même des comportements où l'agriculteur s'est fixé un prix de vente, par exemple, de son blé à 215 € tonne. Ces 215 € n'arrivent jamais, on va s'en rapprocher, on va arriver à du 213, 214, mais l'agriculteur ne vend pas parce que ce n'est pas le prix qui s'est fixé. Au final, il attend, ça baisse et il est obligé de vendre pour des problèmes de trésorerie beaucoup plus bas, à du 175. Et là, c'est un vrai échec. Donc, toujours se servir de ces prix comme une aide, mais pas comme un prix qui peut être bloquant. Sachant que dans une bonne gestion d'une exploitation aujourd'hui, le meilleur prix, on ne l'atteint jamais parce qu'on n'est jamais au courant et on croit toujours, comme en bourse, que demain sera encore meilleur. Et c'est au jour où vous allez vendre que le prix va chuter pour des raisons marché mondial. Et aujourd'hui, on est un peu, c'est très, très, très sensible. Ce que l'on conseille souvent, c'est d'avoir un prix objectif. C'est comme vous connaissez les prix de revient de l'exploitation. Vous connaissez le taux d'impôt, vous connaissez aussi son montant de prélèvement MSA, enfin tout ça, ça fait partie de notre boîte à outils de comptable, et c'est d'essayer de déterminer avec l'exploitant ce qu'on appelle plutôt un prix objectif, c'est-à-dire le prix objectif de l'exploitation qui permet à l'entreprise de faire face à ses besoins fondamentaux. Je peux rembourser mes emprunts, j'ai une marge on va dire d'autofinancement parce que j'aurai besoin de renouveler sûrement quelque chose dans les 10 ans qui viennent. Et puis n'oubliez jamais, j'ai le revenu de la famille et de l'exploitant à assurer. Donc une fois que ces trois revenus, que ces trois besoins sont financés, quelle est ma petite marge de bonus que je veux prendre? Et là, je détermine un prix qu'on va appeler prix objectif, qui n'est pas le prix de marché, qui n'est pas le prix moyen, qui est le prix le plus en rapport avec l'équilibre financier de l'exploitation. Et quand vous suivez les cours et que vous avez une annonce qui vous dit que le cours du jour est proche de votre prix objectif, vendez. Ouais, il faut y aller. Vendez. Parce que là, vous avez tout couvert. Vous avez tout couvert. Le bonus pour le bonus, on peut le faire, mais ça sera générateur d'impôts, générateur de MSA. Donc, nous, notre rôle, c'est d'avoir quand on est des exploitations, une sorte de revenu tunnel. On a le revenu normal à plus ou moins 10%, parce qu'un revenu agricole, il est tellement lié aux aléas climatiques, au cours du marché qu'on ne maîtrise pas. Et tant qu'on est dans ce tunnel, ça veut dire que l'entreprise est bien équilibrée. Et là, c'est notre responsabilité de faire comprendre ça à l'exploitant. Donc, le conseil quand même, c'est aussi de faire adopter de la prudence à notre client agriculteur, répartir les risques. Et comment on le fait? Déjà en fractionnant nos ventes. On peut conseiller de vendre une première partie à la récolte. Ça sécurise la trésorerie. Ça permet aussi de payer tous nos appros qu'on aura avancés pour cette moisson-là. On peut, pour une autre partie, opter pour du stockage court.
en misant sur des prix un petit peu haussiers après moisson, et ensuite une partie de stockage plus long si le marché est porteur. Mais il faut quand même garder à l'esprit que quand on attend, on n'est pas garanti que ces prix augmentent. Et ensuite, on peut utiliser quand même des outils contractuels qui sont proposés par les COP, par les négoces. Ils proposent souvent des prix moyens. Donc, ça permet d'avoir une sécurité prix sur ce qu'on engage. On va vendre nos céréales avant moisson et on sait qu'à la fin, on aura un prix qui sera quand même cohérent sur ce qui aura été pratiqué durant l'année. Ensuite, on a aussi des contrats à prix ferme, des contrats à terme et des contrats à prix minimum de garantie. Donc, en diversifiant nos sources de contrats, on limite aussi nos risques. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut conseiller. Alors, tout ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, un exploitant agricole, dans son métier, c'est de produire des céréales. On va dire, le rendement le meilleur, évidemment, ça c'est la performance technique, mais aujourd'hui, on voit bien, en 2025, le monde n'a jamais tant sorti de quintaux de blé. Je crois qu'on est à 750 millions de tonnes, alors qu'on nous dit que c'est faut plus produire, etc. Mais le revers de la médaille, plus on est performant techniquement, et en général, les agriculteurs sont tous performants ensemble. Hein, je ne connais pas, quand la moisson est bonne, elle est bonne chez tout le monde. L'apport de blé sur le marché est tel que plus vous êtes performant, plus les prix baissent. Hein, c'est la loi du marché. J'ai une offre importante, la demande qui reste stable, automatiquement, ça a pour effet de baisser les prix. Alors, dans tous les contrats que vous avez, Pauline, tout ça, c'est analyser et avoir aussi à faire en sorte que l'exploitant comprenne bien aussi contrat à terme, etc. Et si vous êtes un peu, enfin, pas boursicoteur, parce qu'on ne boursicote pas avec le blé, etc. Mais vous regardez les contrats à terme, les options, les puts, les calls, pour voir un peu la tendance des blés à dans 1 an, à dans 2 ans. Alors évidemment, on n'est pas Madame Soleil, hein, on ne nous demandera pas notre avis, mais ça peut, dans votre analyse de marché et de conseil, donner des arguments pour dire voilà quel est peut-être le contrat. Si vous voyez qu'à 3-4 ans, les contrats à la hausse de blé sont performants, ça veut dire que demain le prix sera meilleur, et d'intégrer ça dans votre discussion analytique avec l'exploitant. Il faut aussi adapter son conseil au profil de l'exploitant. En fait, tous les agriculteurs ne supportent quand même pas le même niveau de risque et n'est pas le même niveau de stress financier. Donc, il faut toujours prendre en compte les années précédentes, comment il a vécu le stockage sur plusieurs mois s'il l'a fait. Est-ce que ça lui a valu le coup, si la gestion physique du stock a été performante dans sa ferme, la gestion des insectes. Voilà, il y a toute cette partie aussi adaptation de notre conseil au profil. Il y a des agriculteurs qui vont oser prendre des risques parce qu'ils ont les capacités financières, mais aussi parce que c'est dans leur caractère. Donc, il faut conseiller toujours quelque chose qui est adapté au tempérament. C'est ça, on va dire l'exploitant, enfin comme on disait, donc son métier, son job de base, c'est de valoriser ses terres, donc de bien faire un assolement correct qui fait qu'on a des rendements normaux, enfin, etc. Et aujourd'hui, alors on a connu il y a 25-30 ans, l'exploitant produisait et les coopératives, entre guillemets, vendaient. Et l'exploitant était un petit peu privé, mais les cours étaient bons, les cours étaient ce qu'ils étaient, ça marchait plutôt bien, il y avait une sorte de mutualisation, le monde agricole croit toujours à la coopération, hein, ce qui est important. Mais aujourd'hui, en plus d'être un bon producteur et d'être un optimisateur de rendement, dans la limite de ses compétences et des terres, on lui demande d'être un vendeur. Aujourd'hui, le prix moyen, c'est bien, mais c'est le prix moyen pour tout le monde. Est-ce que moi, qui je me sens, est-ce que j'ai pas besoin d'être un peu, avoir un prix amélioré ou des choses comme ça? Et d'être vendeur, c'est un métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un exploitant agricole passe du temps à son bureau dans son ordinateur. Moi, je connais des gens qui tous les matins regardent les cours du jour départ de blé de Rouen, puisque c'est là où le marché se fait et où les cours se décident. Et quand vous prenez les cours de marché à Rouen,
duquel vous enlevez les frais d'OS d'organisme de stockeur, vous avez certainement le prix exploitation. Après, les coopératives, après, elles ont leur gestion, hein, etc. Mais aujourd'hui, un exploitant agricole qui n'a pas cette casquette de vendeur ou connaissance du marché, c'est une partie de son métier qu'il ne fait pas vraiment. Alors aujourd'hui, on a plein de jeunes agriculteurs qui sortent des écoles d'agriculture, qui ont été sensibilisés, on va dire, aux méthodes un peu plus actuelles d'exploitation, avec l'agriculture raisonnée, l'agriculture adaptée, etc. Et qui sont très aussi informaticiens, qui ont, comme tous les jeunes de maintenant, l'informatique, etc. Et qui s'intéressent de plus en plus à la vente et au cours de vente et au départ, on va dire, j'allais dire bêtement, au départ rouen. Et là, c'est très important. On a des applis avec des alertes qui nous envoient des notifications quand on demande des seuils de prix minimum. Voilà. Donc, quand et comment vendre si on souhaite optimiser et qu'on a la capacité de le faire? Et ben, ça va déjà dépendre des ressources de l'exploitation. Si l'exploitation elle a de la trésorerie. Par rapport aussi aux charges engagées par culture. Il y a des cultures qui coûtent très cher à produire. Donc forcément, plus on engage de la trésorerie, plus on a besoin d'un retour rapide pour financer nos apports. Et ça va dépendre aussi des conditions commerciales proposées. Donc, on en a parlé tout à l'heure, des primes de stockage accordées par la COP ou les négoces. Et un agriculteur qui a de la trésorerie et du stockage disponible, il va pouvoir notamment envisager de retarder la vente de ses céréales en fonction de l'évolution des cours, s'il estime qu'ils sont haussiers, et aussi par rapport au niveau des primes de stockage proposées. La bonne idée, ça va pouvoir être de reporter le résultat sur l'exercice suivant. Ce report de résultat, il va permettre de différer le paiement de l'IRPP et des cotises MSA. Donc très bien. Par contre, quand même problème, si on ne vend pas, on n'a pas de revenus. Et ça peut être une période qui est très difficile à gérer économiquement parce qu'il faut quand même vivre et payer ses charges. La solution peut être d'opter pour un emprunt. Ça peut être opportun de recourir à un emprunt court terme pour assurer sa trésorerie seulement si le coût de ce financement, donc les taux d'intérêt, est inférieur au gain espéré. Et ce gain espéré, il est lié à la hausse des prix de vente, à nos primes de stockage proposées par les COP, mais aussi à notre écart entre notre prix de vente et notre prix de revient. Et pour le conseil, alors vous allez montrer que le fait de vendre plus tard 150 tonnes de blé créer un gain financier, mais raisonnez toujours net après impôt et MSA. Et comme le dit Pauline, le coût du financement que vous procure votre banquier, 2,5%, 3,5%, 4%, enfin après tout dépend de la négociation, c'est 4 moins l'impôt, parce que tout ce qui a été dit est très important. On ne fait pas ça n'importe comment, n'importe quoi, c'est réfléchi. Mais le taux du court terme sera aussi créateur d'économies d'impôt et de MSA. Donc c'est le coût financement net, une fois déduit toutes les conséquences collatérales à la réalisation des bénéfices. Et c'est à partir de ce moment-là, quand en comptable, vous faites votre métier de conseil, en prenant toutes les facettes de la problématique. Donc, les autres leviers, on les voit dans un prochain webinaire. Donc, on traitera surtout l'IR-IS agricole. En fait, à l'IR, on a les avantages du régime des bénéfices agricoles qu'on perd à l'IS. Donc, on verra selon quel profil il est utile de proposer l'un ou l'autre ou les deux. Donc, on voit ça le 9 mars. Et on a préparé aussi des kits pratiques qui sont disponibles, téléchargeables sur le site du comité, donc le site de l'ordre. Donc, il y a le flashcode si vous voulez directement arriver sur la page. En fait, concrètement, ces fiches techniques, c'est des petites fiches d'une page qui traitent d'un sujet. Donc, on a fait un sujet sur les régimes agricoles, les régimes de TVA, et un autre sur la présentation des différentes formes juridiques agricoles. Voilà, pour la présentation du jour. On va ouvrir l'espace chat qu'on n'a pas encore ouvert, et à mon avis, il y a des questions. Oui, c'est parti.
Alors, bonjour. Avec le nouveau plan comptable agricole, on n'utilise plus les comptes 713 pour les avances en termes et les comptes 603, 11. Oui, Oui, c'est logique. Oui, là, on a fait une présentation très, très succincte, très, très relative. oui. Parce que vous avez raison, c'est les 603, parce que ce sont donc des charges. Et n'oublions jamais que le fait de mettre des charges en stock, enfin, ne crée pas de résultat. C'est simplement une neutralisation des comptes 602. Et effectivement, comme ce sont des charges futures, on les met en 603. Exact. Alors, vous parliez de consommation moyenne. Où peut-on trouver ces informations? Je pense que vous parlez des barèmes régionaux sur les consommations par culture. Et bien ça, c'est les centres de gestion qui le donnent, la Fédé ou bien la Chambre d'agriculture. C'est dispo sur leur site. Troisième question. Cette méthode forfaitaire n'est applicable que pour les entreprises d'origine BA, oui, et pas pour les sociétés agricoles à l'IS. Effectivement. Alors, l'IS, on n'a pas trop développé cette partie IS, on est resté dans l'analyse BA. Effectivement, la méthode forfaitaire, on a méthode R1, R2, il y a plus ou moins deux ou trois méthodes. Pour les sociétés agricoles à l'IS, effectivement, il faut être plus proche du prix de revient réel de l'exploitation. Mais alors, après c'est un problème de faisabilité. Je sais que moi, qui ai eu beaucoup d'exploitations à l'IS, agricole ou viticole, il était admis par le centre des impôts et lors des contrôles fiscaux, parce que le contrôleur n'est pas capable non plus de faire des coûts de revient hectare précis. Et il y a un moment où il faut faire confiance, on va dire, aux organismes agricoles, économiques et financiers qui font des calculs les plus fins et les plus justes possibles. Et une fois que vous ne changez pas de méthode, c'est de pas de changer de méthode au fur et à mesure. Alors, il y a des moyens de changer de méthode, hein, mais avec des options, il faut les faire bien. Mais pour les sociétés liées, si vous avez la capacité... Alors, vous avez des fois dans les centres de gestion des gens qui ont une comptabilité, le comptable fait la déclaration d'impôt, fait la déclaration de revenus agricoles, etc. Et vous avez ce qu'on appelle des ingénieurs conseils dans le job, c'est de faire de l'analytique de l'exploitation culture par culture. Donc, si vous avez cette chance que votre exploitant a pris les deux services et que l'ingénieur conseil agricole est sorti des fiches par culture, alors là, c'est du bonheur, parce que là, les coûts de revient, je vais dire hectares, vous les avez personnalisés. Donc, de ce côté-là, oui, si vous pouvez faire de l'affinage avec les comptes réels de l'exploitant, là, allez-y. Alors, réalisez-vous des études de groupe sur les coûts de production par région pour chaque production? Oui, alors ça existe. Alors, il faut que vous vous rapprochiez soit des CER France, hein, il y a un CER par, j'allais dire, département, ou par les centres de gestion agricole, tels que vous pouvez en trouver dans vos départements, ou par le service économique de la fédération de votre département. Et en général, ces centres de gestion, ces CER ou ces cabinets comptables fédés ou tout ce que vous voulez, font tous les ans remontent à la Chambre d'agriculture les études économiques enfin, de la région par rapport aux cultures. Et là, vous pouvez les avoir. Ne reprenez jamais. Alors, il y a aussi un autre barème, c'est le barème d'entraide. Vous avez aussi un barème d'entraide qui circule, qui est très important. C'est quand des exploitants agricoles, pour des raisons matérielles, n'ont pas l'outil ou des raisons personnelles, n'ont pas la manœuvre, s'entraident entre eux. C'est-à-dire que moi, je vais te labourer 10 hectares de terre et en contrepartie, tu viendras moissonner 15 hectares de blé. Alors, je raconte ça. Et à la fin de l'année, plutôt que de payer, on fait une entraide. C'est-à-dire, ça m'a coûté tant de lui labourer 10 hectares, ça t'a coûté tant de venir me moissonner 15 hectares. On fait le chiffrage par rapport au barème d'entraide, qui est bien le barème d'entraide, qui n'est pas le barème des coûts économiques les plus fins. Et là, ça doit obtenir l'entraide. Il ne doit pas y avoir, entre guillemets, il doit y avoir un boni ou un mali de sol, mais qui doit être relativement faible parce que sinon, ce serait de l'entreprise agricole. On est dans un autre domaine. Mais toutes ces calculs hectares, région par région, voyez avec les CER ou les centres économiques des fédérations, de la FNSEA, pardon, et là, vous les aurez. Il n'y a pas de souci. Moi, je crois qu'on a fait le tour des questions. Oui. Alors, un petit rappel pour conclure, avant que Pauline conclue la session, c'est que quand nous sommes comptables, donc on va dire la grande majorité de notre boulot, c'est d'enregistrer. Moi je dis toujours qu'on me demandait quel était votre métier. Moi je suis un super porte-plume, c'est-à-dire que j'enregistre des factures et des mouvements financiers. Mais tant que je n'ai pas le document,
j'enregistre pas, ça n'existe pas. Par contre, il y a deux trucs, c'est les amortissements qui sont un calcul mécanique, et puis il y a les stocks qui ne sont pas liés à l'appui d'une facture. Les stocks, c'est bien un inventaire à un instant T qui doit être fait méthodiquement, de bien dire à l'exploitant que l'inventaire, c'est quelque chose de très pointu et très précis. Il ne faut pas qu'il y ait des, on va dire, comme l'a dit, techniquement, les rendements, etc. Après, ça peut être recoupé. Les inventaires d'animaux, j'ai les stocks début, j'ai des achats, j'ai des naissances, j'ai des décès, des écarissages ou des décès, bingo, il me reste tant de vaches, mais je ne dois pas en avoir une qui flotte ou des trucs comme ça. Je ne vous parle pas, moi qui suis dans la Marne des bouteilles de champagne avec le droit des alcools, j'ai tant de raisins qui me donnent tant de bouteilles, j'achète les capsules et je n'ai pas le droit à un flottant, etc. Donc l'inventaire, c'est quelque chose qui va être un constat, un instant T de ce que vous a raconté l'exploitant de sa belle histoire d'exploitation agricole au moment des stocks. Donc, précis, pointu, les stocks ont quand même une influence sur la valeur active du bilan, donc la valeur patrimoniale de l'exploitant à un instant T. Ont aussi une incidence, c'est ce que vous allez mettre en stock, moi ce qui sera vendu l'année prochaine, vous avancez, vous anticipez ou vous reculez le bénéfice. Alors, soyez très pointu, soyez très précis et demandez à votre exploitant d'être le plus rigoureux à cet instant-là, parce que là, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de relevé de banque, c'est bien l'exploitant sous sa responsabilité qui vous dit ce qu'il a, et vous, vous allez l'aider à chiffrer, et vous allez le rentrer dans les revenus agricoles de l'exploitation. Voilà, c'est quand même pour avoir un rôle de conseil qui est le plus complet possible, eh ben, on a besoin des informations et on peut apporter un vrai confort aussi psychologique parce que la vente et la gestion du stock, c'est quand même un gros stress pour l'exploitant. C'est son revenu, c'est ce sur quoi il va vivre. Donc, c'est important d'avoir toutes les informations pour pousser notre conseil au maximum. Oui, une question vient d'arriver. Quel est l'intérêt d'avoir un centre de gestion agricole pour un agriculteur à l'IS? Alors, effectivement, quand vous êtes à l'IS, vous n'êtes plus soumis aux obligations. Enfin, si vous voulez avoir les avantages des centres de gestion agréés, effectivement, l'IS, c'est une fiscalisation qui n'est pas bénéfice agricole, c'est de l'IS. Et il n'y a pas d'ISBA, d'ISBC, c'est l'IS, c'est l'IS. Alors, effectivement, pourquoi être dans un centre de gestion agricole? Tout simplement, alors, les autres confrères des cabinets comptables non agricoles font bien leur boulot. Hein, la question n'est pas là. Attention, Alain. La question n'est pas là. Tout le monde fait le mieux possible avec les connaissances et tout ce qu'il a. Par contre, vous avez vu que le monde agricole est un monde à part. Je veux dire, c'est pas tellement la comptabilité, elle va être faite parfaitement. Mais le fait d'être dans un centre de gestion agricole, alors c'est pas pour les défendre à tout prix, mais en général, vous avez la connaissance des marchés. Vous avez la connaissance de l'économie de l'agriculture. Vous allez à des réunions, aux assemblées générales de coopératives. Vous rencontrez des spécialistes de la viticulture, des animaux, enfin, etc. Vous avez une meilleure connaissance économique des cycles de production qui vous permet pas tellement de faire la comptabilité, parce que la comptabilité, c'est une boîte à outils technique, hein, mais d'avoir un conseil plus pointu, plus performant, plus axé dans l'intérêt de l'exploitation. Un cabinet comptable, on va dire, normal, va faire des PME, des artisans, alors avec leur problématique économique aussi. Mais l'agriculture, c'est quand même un monde particulier. Alors, donc, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de cibler des cabinets comptables qui sont spécialisés en agri. En agriculture, voilà. Enfin bon, après, les autres confrères font bien leur boulot. Hein. La question n'est pas là. Ok, et ben normalement on a répondu à tout le monde. N'hésitez pas à nous dire, allez-y si vous avez d'autres questions, sinon on va terminer là. Si vous avez des recommandations sur des thématiques que vous aimeriez qu'on traite, vous pouvez nous les envoyer par mail. Il y a le mail d'Adeline si vous sachez le code qui vous ramène sur la page. Et ben on se dit au 9 mars prochain pour traiter IR et S agricole. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci.